Médecin a reconnu sa fille perdue en servant du café à cause d'un pendentif de sa mère. Le docteur Julien Moreau avait perdu tout ce qu'il aimait le plus 20 ans auparavant, lorsque sa femme Camille avait disparu en emmenant avec elle leur fille de seulement 2 ans. Depuis lors, il consacrait entièrement sa vie au travail à l'hôpital central de Lyon, essayant d'oublier la douleur qui le consumait chaque jour. Ce fut lors d'un après-midi de plus épuisant qu'il s'arrêta à la cafétéria de l'hôpital pour prendre un café avant de retourner aux opérations. La jeune fille qui le servait, aux cheveux châtain clair attachés en une simple queue de cheval, sourit timidement en posant les tasses sur le plateau. Julien s'apprêtait à prendre le café quand son regard se fixa sur son cou. Un pendentif en saphir bleu en forme de cœur se balançait doucement contre le chemisier beige de la jeune fille. Identique à celui qu'il avait offert à Camille pour le 5e anniversaire de mariage, seulement 4 jours avant qu'elle ne parte avec sa fille et ne revienne jamais. « Désolé, monsieur, quelque chose ne va pas avec le café ?» demanda la jeune fille, remarquant qu'il s'était complètement arrêté. Julien sentit ses jambes flageoler. Ses mains tremblèrent, tandis qu'il tenait la tasse, sans pouvoir détacher les yeux de ce pendentif qu'il connaissait si bien. « Où avez-vous eu ce pendentif ?» murmura-t-il d'une voix rauque. La jeune fille porta instinctivement la main à son cou, couvrant le bijou. Ses yeux marrons s'emplirent de méfiance. « C'est un héritage de ma mère, » répondit-elle, reculant d'un pas. « Votre mère ?» Julien sentit son cœur s'emballer. « Comment s'appelait-elle ? Pourquoi voulez-vous le savoir ?» La jeune fille regarda autour d'elle, cherchant une issue. « Je dois retourner travailler. » Elle se tourna rapidement, essayant de s'éloigner, mais Julien la suivit dans les couloirs de l'hôpital. Ses pas résonnaient sur le sol en linoléum, tandis qu'elle marchait de plus en plus vite, visiblement mal à l'aise. « S'il vous plaît, attendez, » l'appela-t-il, essayant de ne pas attirer l'attention. « Je dois vous parler. » La jeune fille tourna dans un couloir sans issue, se retrouvant coincée près de la salle d'équipement. Elle se retourna pour lui faire face, le dos contre le mur, le visage pâle de nervosité. « Vous me faites peur, » dit-elle, la voix tremblante. « Je vais appeler la sécurité. »« Non, s'il vous plaît. » Julien leva les mains en signe de paix. « Je veux juste savoir pour le pendentif. C'est très important pour moi. » Elle l'étudia un long moment, percevant l'angoisse sincère dans ses yeux. « Je m'appelle Sophie, » dit-elle enfin. « Sophie Bernard. La femme qui m'a élevée, Madame Claire, m'a dit que c'était de ma mère biologique. »« Votre mère biologique ?» Julien s'approcha lentement. « Vous avez été adoptée ?» Sophie acquiesça hésitante. « À l'âge de 2 ans, Madame Claire n'a jamais voulu en parler beaucoup. Elle a seulement dit que ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi. » Les jambes de Julien faillirent lâcher. Sa fille avait disparu exactement à 2 ans. « Quand êtes-vous née ?» demanda-t-il, pouvant à peine former les mots. « 15 mars 2004, » répondit-elle, toujours méfiante. « Pourquoi cela compte-t-il » Julien dut s'appuyer contre le mur. C'était la date de naissance de sa fille Chloé, le prénom que Camille avait choisi. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. « Vous êtes sûr de cette date ?» insista Julien, la voix presque un murmure. « Bien sûr que oui, » répondit Sophie, agacée. « C'est mon anniversaire. » Julien ferma les yeux, sentant le monde tourner autour de lui. 20 ans à chercher, et sa fille était là, à quelques mètres de lui, servant du café à l'hôpital où il travaillait. « Votre père biologique, savez-vous quelque chose sur lui ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. « Madame Claire a dit qu'il était médecin, » murmura Sophie, regardant sa blouse blanche. « Mais je n'ai jamais su son nom. » Ce fut comme si la foudre était tombée sur Julien. Il tendit la main tremblante vers elle. « Sophie, je crois que je suis ton père. » Elle recula encore plus contre le mur, les yeux écarquillés. « C'est de la folie, » dit-elle en secouant la tête. « Vous délirez. »« Ta mère s'appelait Camille, » dit Julien, désespéré. « Camille Moreau. Elle avait les cheveux châtains comme les tiens, les yeux de la même couleur. Nous nous sommes mariés en 1999. Tu es né en 2004. Ce pendentif, je le lui ai offert pour notre 5e anniversaire de mariage. » Sophie porta la main à sa poitrine, respirant avec difficulté. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. «
Camille a disparu le 19 mars 2006, en t'emmenant avec elle, poursuivit Julien. Je vous ai cherché pendant des années, je n'ai jamais cessé de chercher. Mais pourquoi serait-elle partie? Demanda Sophie, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Je ne sais pas, admit Julien, la voix brisée. Je ne le sais toujours pas. Elle n'a laissé aucune explication. Elle n'a rien dit. Elle a simplement disparu. Sophie glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, en serrant ses genoux. Le pendentif ballottait tandis qu'elle tremblait. « Madame Claire a toujours été étrange quand je l'interrogeais sur mes origines, murmura-t-elle. Elle disait qu'il valait mieux ne pas remuer le passé. Où est-elle maintenant ?» Julien s'accroupit à côté d'elle. « Il faut que je lui parle. »« Chez elle, » répondit Sophie en le regardant avec des yeux rouges. « Elle ne travaille plus. Elle a 70 ans. » Julien tendit à nouveau la main, cette fois plus lentement. « Tu peux m'y emmener, s'il te plaît? J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. » Sophie regarda sa main un long moment avant de l'accepter. Quand il l'aida à se lever, elle parut encore plus fragile. « Mon service se termine dans 1 heure, dit-elle. Si vous êtes vraiment, si tu es mon père, alors moi aussi j'ai besoin de réponses. » Le reste du service de Sophie passa au ralenti. Julien l'observa de loin, remarquant pour la première fois avec quelle grâce elle bougeait, comme Camille, et comment elle souriait de côté quand elle était nerveuse. Chaque geste ravivait des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Quand ils sortirent enfin de l'hôpital, Sophie le guida à travers les rues de Lyon jusqu'à un quartier simple, avec des petites maisons bien entretenues. Ils marchèrent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. « C'est ici ?» dit-elle en s'arrêtant devant une maison jaune avec un petit jardin devant. Julien observa la maison où sa fille avait grandi. Elle semblait être un foyer aimant, avec des plantes bien soignées et des rideaux délicats aux fenêtres. « Madame Claire » appela Sophie en entrant. « Je vous ai amené quelqu'un à rencontrer. » Une femme âgée apparut dans le salon, portant une robe simple et un tablier. Ses cheveux gris étaient relevés en un chignon bas, et elle avait le visage bienveillant de quelqu'un qui a consacré sa vie à prendre soin des autres. Quand elle vit Julien, cependant, elle pâlit complètement. « Mon Dieu » murmura-t-elle en s'appuyant au chambranle de la porte. « Ce n'est pas possible. »« Vous me connaissez » demanda Julien, confirmant ses soupçons. Madame Claire regarda alternativement lui et Sophie plusieurs fois avant de pousser un profond soupir. « Sophie, ma chérie, assieds-toi, dit-elle d'une voix lourde. Il est temps que tu saches la vérité. » Ils s'installèrent dans le petit salon mais confortable. Julien observa les photos de Sophie enfant disséminées dans la maison, ressentant un mélange de gratitude et de douleur en voyant qu'elle avait été aimée. « Je travaillais comme infirmière à l'hôpital de la Miséricorde, » commença Madame Claire, les mains légèrement tremblantes. « J'ai connu ta mère, Camille, quand elle y faisait un suivi psychologique. » « Un suivi psychologique ?» Julien se pencha en avant. « Camille ne m'a jamais dit qu'elle suivait une thérapie. » Elle était très confuse, très effrayée, poursuivit la vieille dame. Elle disait avoir découvert quelque chose de terrible sur la famille de son mari, quelque chose qui pourrait vous détruire. Sophie serra le pendentif avec force. « Quel genre de chose terrible ?» demanda-t-elle. Madame Claire hésita avant de continuer. « Elle a découvert que le frère de ton père était impliqué dans des affaires louches à l'hôpital. Détournement de médicaments, falsification d'ordonnances. Camille avait des preuves, des documents qui auraient pu l'envoyer en prison. » Julien sentit le sang se glacer. Son frère cadet, Pierre, avait toujours été trop ambitieux. « Pierre » murmura-t-il. « Elle a découvert quelque chose sur Pierre ? Quand Camille a menacé de tout révéler, il l'a fait chanter, » poursuivit Madame Claire, les larmes aux yeux. « Il a dit que si elle parlait, il la ferait passer pour folle, qu'elle perdrait la garde de sa fille. »« Mais pourquoi s'est-elle enfuie avec moi ?» demanda Sophie, confuse. « Pourquoi n'a-t-elle rien dit à mon père ? » « Parce que Pierre a menacé de te faire du mal, à toi et à ton père, si elle ne disparaissait pas, » expliqua Madame Claire. « Il a dit qu'il avait des contacts dangereux, qu'il pouvait faire arriver n'importe quoi. » Camille était terrifiée. Julien se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. 20 ans de souffrance, 20 ans à se culpabiliser, et tout ça parce que son propre frère avait détruit sa famille. « Comment as-tu retrouvé Sophie ?» demanda-t-il toujours tourné. «
Camille est venue me voir, dit Madame Claire. Elle savait que j'avais toujours voulu des enfants, mais que je n'avais jamais pu. Elle m'a demandé de m'occuper de Sophie pendant qu'elle disparaissait pour vous protéger. Et ma mère. Sophie se leva aussi. Où est-elle? Le silence qui suivit fut assourdissant. Madame Claire baissa la tête, incapable de regarder la jeune femme dans les yeux. « Je ne sais pas, » admit-elle enfin. « Elle m'a dit qu'elle partait très loin, qu'elle ne reviendrait peut-être jamais. Elle m'a fait promettre de prendre soin de toi comme si tu étais ma propre fille. » Julien se retourna pour les regarder, le visage rouge de colère. « Pierre savait où vous étiez depuis le début, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. « Il m'a vu souffrir toutes ces années et n'a jamais rien dit. »« Ton père sait-il que tu travailles à l'hôpital » demanda Madame Claire à Sophie. « J'ai commencé il y a seulement 3 mois, » répondit-elle. « J'ai besoin d'argent pour payer mes études d'infirmière. » C'est alors que Julien comprit. Le destin avait conspiré pour réunir le père et la fille au même endroit, malgré tous les efforts de Pierre pour les maintenir séparés. « Je dois confronter mon frère, » dit-il déterminé. « Je dois savoir ce qu'il a fait à Camille. »« Non !» Madame Claire se leva, alarmée. « C'est dangereux. S'il a été capable de séparer une famille comme ça, imagine ce qu'il peut faire maintenant. »« Je ne vais plus vivre dans la peur, » déclara Julien. « J'ai déjà perdu 20 ans avec ma fille. Je ne perdrai pas un jour de plus. » Sophie s'approcha de lui, hésitante. « Si tu es vraiment mon père, » dit-elle, la voix encore incertaine, « alors je viens avec toi. Je veux aussi des réponses sur ma mère. »« Non, c'est trop risqué. » Julien secoua la tête. « Je ne peux pas te mettre en danger maintenant que je t'ai retrouvé. Tu ne peux pas m'en empêcher. » Sophie releva le menton, montrant la même détermination que Camille l'avait toujours eue. « J'ai grandi sans réponse. Je mérite de savoir la vérité. » Madame Claire les observa, voyant la ressemblance entre le père et la fille, non seulement physique, mais aussi dans l'entêtement et le courage. « Si vous allez le faire, » dit-elle enfin, « au moins soyez intelligent. Pierre travaille-t-il toujours au même hôpital ?»« Oui, » confirma Julien. « Il est maintenant directeur administratif. »« Alors vous avez besoin de preuves avant de l'accuser, » les avertit Madame Claire. « Il a du pouvoir, de l'influence. Votre parole ne suffira pas. » Cette nuit-là, Julien parvint à peine à dormir. La maison, qui avait semblé vide pendant 20 ans, lui parut encore plus silencieuse maintenant qu'il savait que sa fille était à quelques kilomètres, dormant dans un autre foyer. Le lendemain, il arriva à l'hôpital avec un mélange de nervosité et de détermination. Sophie était déjà à son poste à la cafétéria, et quand leurs regards se croisèrent, elle lui fit un petit signe de tête. Pendant la pause déjeuner, ils se retrouvèrent dans une salle vide. « J'ai réfléchi toute la nuit, » dit Sophie. « Je me suis souvenu de choses étranges que faisait Madame Claire quand j'étais petite. »« Quel genre de choses ?» demanda Julien. Elle vérifiait toujours que les portes étaient bien verrouillées plusieurs fois avant de se coucher. Quand quelqu'un frappait à la porte, elle regardait d'abord par la fenêtre et parfois elle faisait semblant de ne pas être là. Je pensais qu'elle était juste paranoïaque. Elle te protégeait, comprit Julien. Pierre devait probablement garder le contact avec elle d'une manière ou d'une autre. Il y a plus, continua Sophie. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai voulu chercher ma famille biologique, elle a paniqué. Elle a pleuré, m'a supplié de ne pas remuer le passé. Elle a dit que ça pouvait être dangereux. Julien serra les poings. Sa fille avait grandi dans une peur constante à cause de son frère. Il faut être malin, dit-il. Pierre ne doit pas savoir qu'on s'est rencontrés. J'y ai déjà pensé. Sophie sourit pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Je peux continuer à travailler ici normalement. Personne ne se doutera de rien. Et moi, je vais commencer à fouiller les vieux registres, compléta Julien. Si Camille avait des preuves contre Pierre, il existe peut-être encore des copies quelque part. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup les débutants comme nous. Et maintenant, on continue. Les jours suivants, Julien commença une enquête discrète. Profitant de sa position de médecin senior, il eut accès aux archives de l'hôpital. Ce qu'il trouva le laissa stupéfait. Pierre avait effectivement détourné des milliers d'euros de médicaments pendant des années. Il y avait des traces de fausses ordonnances, de médicaments qui sortaient des stocks, mais n'arrivaient jamais aux patients. Tout un système sophistiqué qui avait enrichi son frère aux dépens des malades. Plus inquiétant encore, Julien trouva des enregistrements montrant que Camille
avait fait plusieurs dénonciations anonymes concernant des irrégularités, toutes classées sans enquête. Pierre avait réussi à tout étouffer. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il à Sophie lors d'une autre rencontre secrète. « Ton frère adoptif est encore ici ? Pierre est à l'hôpital aujourd'hui, confirma Sophie. « Pourquoi ? Il faut entrer dans son bureau. S'il reste des preuves, elles doivent être là. » Sophie sembla nerveuse. « Comment on va faire ? Il verrouille toujours la pièce. »« J'ai un pass, montra Julien la clé. Privilège de médecin senior. » Ce soir-là, après que la plupart des employés étaient partis, père et fille se retrouvèrent dans le couloir près du bureau de Pierre. L'hôpital était silencieux, avec seulement quelques agents de sécurité qui faisaient des rondes. « Tu es sûr de toi ?» chuchota Sophie. « C'est notre seule chance de découvrir la vérité sur ta mère », répondit Julien en introduisant la clé dans la serrure. Le bureau de Pierre était spacieux et bien décoré, avec des diplômes et des certificats couvrant les murs. Un grand bureau en acajou dominait le centre de la pièce, entouré d'étagères remplies de dossiers et de documents. « Par où on commence ?» demanda Sophie. « Cherche tout ce qui date de 2006, ordonna Julien, en se dirigeant vers une armoire derrière le bureau. Surtout mars 2006. Ils fouillèrent en silence pendant presque une heure, ne trouvant que des documents administratifs de routine. Julien commençait à perdre espoir quand Sophie attira son attention. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle en tenant une chemise marquée « Affaires personnelles, confidentielles ». Julien s'approcha et ensemble ils ouvrirent la chemise. À l'intérieur se trouvèrent des photos de Camille et Sophie, prises secrètement au fil des ans. Des photos de Sophie enfant jouant dans le jardin de Madame Claire, des photos d'elle allant à l'école, des photos plus récentes d'elle travaillant à la cafétéria de l'hôpital. « Il me surveillait », murmura Sophie, horrifiée. Pendant toutes ces années, il y avait aussi des documents montrant des paiements réguliers à Madame Claire, déguisée en aide sociale. Pierre payait pour garder Sophie cachée. Au fond du dossier, ils trouvèrent quelque chose d'encore plus choquant, une lettre manuscrite de Camille. « C'est son écriture », reconnut immédiatement Julien, les mains tremblantes tandis qu'il tenait le papier. La lettre était adressée à Pierre et datée d'une semaine après la disparition de Camille. « Pierre, je tiens notre accord. J'ai confié Sophie à quelqu'un de confiance, et j'ai disparu comme tu l'exigeais. Mais sache que je trouverai un moyen de révéler tes crimes et de revenir auprès de ma famille. Tu as peut-être réussi à me faire taire pour l'instant, mais la vérité finit toujours par éclater. Camille. » « Elle n'a pas abandonné, » murmura Sophie, les larmes coulant sur son visage. « Ma mère ne nous a pas abandonnés. »« Alors où est-elle » demanda Julien, désespéré. « Si elle voulait revenir, pourquoi n'est-elle jamais revenue ?» C'est alors qu'ils entendirent des pas dans le couloir. Julien rangea rapidement la lettre dans sa poche et fit signe à Sophie de se taire. « Quelqu'un arrive » chuchota-t-il en éteignant la lumière du bureau. Ils se cachèrent derrière la table lorsque la porte s'ouvrit. Pierre entra, alluma la lumière et se dirigea directement vers le dossier qu'ils avaient fouillé. « Je le savais » marmonna-t-il pour lui-même, remarquant que quelques documents étaient déplacés. « Quelqu'un est venu ici. » Julien et Sophie restèrent immobiles, osant à peine respirer. Pierre ouvrit quelques tiroirs, vérifiant si quelque chose avait été emporté. C'est alors qu'il vit le dossier « Affaires personnelles » légèrement ouvert. Son visage se tordit de colère. « Maudit !» jura-t-il en prenant le téléphone sur la table. « Allô, c'est Pierre. Nous avons un problème. Quelqu'un a découvert l'existence de la fille. » Julien sentit son sang se glacer. Pierre était encore en contact avec d'autres personnes impliquées dans le complot. « Non, elle ne sait encore rien », continua Pierre au téléphone. « Mais quelqu'un enquête. Il faut le faire taire avant qu'il n'arrive jusqu'à la femme. » La femme, la voix de l'interlocuteur était audible à l'autre bout du fil. « Camille », confirma Pierre. « Si on découvre où elle est, tout le complot éclate au grand jour. » Sophie faillit crier de surprise. Sa mère était vivante. Julien dut lui serrer la main pour la garder silencieuse. « Où est-elle » demanda la voix au téléphone. « Au même endroit que d'habitude » répondit Pierre, impatient. « À la clinique. Elle ne peut pas en sortir, tu le sais. » Julien ferma les yeux, comprenant enfin ce qui s'était passé. Pierre n'avait pas tué Camille. Il la retenait captive quelque part, probablement dans une clinique psychiatrique, la forçant à se taire. « Renforcer la sécurité »
ordonna Pierre, « et découvrez qui est venu dans mon bureau. Nous ne pouvons pas prendre de risques maintenant. » Après que Pierre eut raccroché et quitté le bureau, le père et la fille restèrent cachés encore quelques minutes avant d'oser bouger. « Elle est vivante, » murmura Sophie, émue. « Ma mère est vivante. »« Mais où ?» se demanda Julien. « Quelle clinique voulait-il dire ?»« Il faut le découvrir, » dit Sophie déterminée. « Nous devons la sauver. »« Ce ne sera pas facile, » l'avertit Julien. « Si Pierre la retient prisonnière depuis 20 ans, il doit avoir des dispositifs très élaborés pour cela. »« Je m'en fiche, » répliqua Sophie. « Elle a sacrifié sa liberté pour nous protéger. Maintenant, c'est à notre tour de la protéger. » Les semaines suivantes, Julien et Sophie travaillèrent ensemble pour enquêter discrètement sur toutes les cliniques psychiatriques de la région. Pierre avait été intelligent. Il y avait plusieurs options et il ne pouvait pas simplement toutes les visiter sans éveiller les soupçons. « Il faut que ce soit un endroit où Pierre ait de l'influence, » raisonna Julien. Il aurait besoin de garantir que Camille y reste contre son gré. « Et quel genre d'endroit serait-ce » demanda Sophie. « Une clinique privée, chère, où il puisse payer pour garder des secrets, » conclut Julien. « Probablement en dehors de la ville, loin de tout endroit où quelqu'un pourrait la reconnaître. » Ils ont commencé à chercher des cliniques psychiatriques dans un rayon de 200 km autour de Lyon. La tâche était décourageante. Il y avait des dizaines d'options. Ce fut Madame Claire qui fournit l'indice crucial. « Je me suis souvenu de quelque chose, » dit-elle lors d'une visite nocturne chez elle. « Dans les premières années après la disparition de Camille, Pierre m'appelait parfois pour demander comment Sophie allait. Une fois, il conduisait et a dit qu'il revenait de Chamonix. »« Chamonix » répéta Julien. « C'est assez loin et il y a plusieurs cliniques privées là-bas. »« Et il y a plus, » continua Madame Claire. « Il appelait toujours le week-end, comme s'il rendait visite à quelqu'un régulièrement. » Julien ressentit un mélange de colère et de soulagement. De la colère en sachant que Pierre rendait visite à Camille tout en lui faisant croire qu'elle était morte. Du soulagement parce que cela signifiait qu'elle était bel et bien vivante. « Allons à Chamonix, » décida Sophie. « Même si nous devons visiter toutes les cliniques là-bas. »« Nous ne pouvons pas y aller ensemble, » l'avertit Julien. « Si Pierre découvre que nous enquêtons, il pourrait transférer Camille ailleurs. Alors j'irai seule, » déclara Sophie. « Je peux inventer que je cherche une clinique pour un parent âgé. »« C'est très dangereux, » protesta Julien. « Moins dangereux que si tu y vas, » argumenta-t-elle. « Pierre a peut-être des contacts dans les cliniques. S'il apprend que tu cherches, il se méfiera immédiatement. » À contre-cœur, Julien accepta. Sophie demanda un congé à l'hôpital, invoquant des problèmes personnels, et partit pour Chamonix le week-end suivant. Elle visita 5 cliniques le premier jour, sans succès. Toutes étaient légitimes, avec des visites normales et des patients qui étaient clairement là de leur propre gré ou de celle de leur famille. Le deuxième jour, elle trouva la clinique du repos éternel, située dans une zone isolée des montagnes. Contrairement aux autres, celle-ci avait un aspect plus sinistre, avec de hauts murs et des gardiens à l'entrée. « Je cherche une clinique pour ma grand-mère », mentit Sophie à la réceptionniste. « Elle a des problèmes de mémoire. » « Quel type de traitement lui faudrait-il » demanda la femme, scrutant Sophie d'un œil suspicieux. « Juste des soins de base, » répondit Sophie. « Rien de très compliqué. »« Cette clinique est spécialisée dans les cas plus complexes, » dit la réceptionniste. « Des patients qui ont besoin d'une surveillance constante. Peut-être n'est-elle pas adaptée à votre grand-mère. » Sophie insista pour voir les installations, mais on lui dit que ce n'était possible qu'avec un rendez-vous préalable et une autorisation médicale. « Puis-je voir une liste des médecins qui travaillent ici ?» demanda-t-elle, en essayant de prendre un air décontracté. La réceptionniste hésita avant de lui remettre un dépliant. Sophie parcourut rapidement les noms, cherchant un lien avec Pierre, et puis elle vit. Le docteur François Moreau était listé comme psychiatre consultant. Moreau était le nom de famille de son père. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. « Le docteur François Moreau est-il parent du docteur Julien Moreau ?» demanda-t-elle, tentant de contrôler son excitation. « Je ne saurais vous le dire, » répondit froidement la réceptionniste. « Les informations sur nos médecins sont confidentielles. » Sophie sortit de la clinique le cœur battant. Elle avait trouvé Camille. Lorsqu'elle revint à Lyon, elle et Julien se retrouvèrent chez Madame Claire pour discuter de la prochaine étape. « François est notre cousin, » confirma Julien lorsqu'elle lui raconta le nom sur le dépliant. « Fils d'un oncle de Pierre et moi.
Il a toujours été très proche de Pierre. Alors c'est définitivement là-bas, conclut Sophie. Ils ont utilisé quelqu'un de la famille pour garder ma mère enfermée. Mais comment allons-nous la faire sortir de là? Questionna Madame Claire. Si elle est internée de force depuis 20 ans, elle doit être sous médicaments, incapable de s'enfuir seule. Nous avons besoin d'aide, admit Julien. Quelqu'un qui puisse exposer ce que Pierre a fait. Et si nous allions à la police, suggéra Sophie. Avec quelle preuve? Julien secoua la tête. La lettre que nous avons trouvée pourrait être considérée comme fausse. Nous avons besoin de preuves plus solides. C'est alors que Madame Claire eut une idée. Camille m'a donné quelque chose avant de disparaître, dit-elle lentement. Quelque chose que je devais garder pour toi, Sophie, pour quand tu aurais 18 ans. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sophie impatiente. Madame Claire alla dans sa chambre et revint portant une petite boîte en bois. Elle a dit qu'il ne fallait l'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose, expliqua-t-elle en tendant la boîte à Sophie. À l'intérieur, il y avait des documents, des photographies et un petit magnétophone ancien. Elle a enregistré quelque chose, remarqua Julien en prenant l'appareil. Quand ils appuyèrent sur play, la voix de Camille emplit la pièce, envoyant des frissons dans le dos de tous. « Je m'appelle Camille Moreau. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2006. Si quelqu'un écoute ce message, cela signifie qu'il m'est arrivé quelque chose de terrible. Mon beau-frère, Pierre Moreau, me fait chanter pour m'éloigner de ma famille. Il a découvert que j'ai des preuves de ses crimes à l'hôpital et il menace de faire du mal à mon mari et à ma fille si je ne disparais pas. » L'enregistrement continuait pendant près d'1 heure, Camille détaillant tout, les médicaments détournés, les ordonnances falsifiées, les patients qui n'avaient pas reçu de traitement approprié à cause de la cupidité de Pierre. « Voilà, murmura Julien, c'est la preuve qu'il nous fallait. » Mais Camille n'avait pas terminé. « S'il m'arrive quelque chose, cherchez à la clinique du repos éternel, à Chamonix. Pierre m'a menacé en disant qu'il avait un moyen de me faire disparaître sans laisser de traces. Il a mentionné cet endroit à plusieurs reprises, comme si c'était une solution pour les problèmes qu'on ne peut pas résoudre autrement. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Le trio resta silencieux plusieurs minutes après la fin de l'enregistrement. Camille avait exactement prévu ce qui lui arriverait. Elle savait, murmura Sophie, les larmes coulant sur son visage. Ma mère savait que Pierre allait lui faire ça. Et pourtant, elle y est allée, dit Julien, ému, pour nous protéger tous les deux. Maintenant, nous devons la protéger, déclara Madame Claire. 20 ans, c'est trop long. Avec les preuves en main, ils élaborèrent un plan. Julien utiliserait sa position à l'hôpital pour enquêter plus profondément sur les dossiers de Pierre, tandis que Sophie retournerait à la clinique en se faisant passer pour une nouvelle employée. « C'est trop risqué », protesta Julien quand Sophie suggéra de s'infiltrer dans la clinique. « C'est le seul moyen d'arriver jusqu'à elle », argumenta Sophie. « Si nous nous y présentons simplement en accusant, ils nieront tout et transféreront ma mère ailleurs. » « Elle a raison », approuva Madame Claire. « Mais il faut être très prudente. » Sophie réussit à postuler à un poste d'aide-soignante à la clinique du repos éternel en utilisant un faux CV préparé par un ami de Madame Claire qui travaillait dans les ressources humaines. À sa grande surprise, elle fut acceptée presque immédiatement. « Ils doivent vraiment manquer d'employés », commenta-t-elle lors d'un appel avec Julien. « Ou alors, ils ne font pas de vérification sérieuse des antécédents. »« Probablement les deux, répondit-il. Des endroits comme celui-ci comptent sur des employés qui ferment les yeux sur les irrégularités. » Le premier jour de travail de Sophie à la clinique, elle fut choquée par ce qu'elle vit. De nombreux patients semblaient être là contre leur gré, trop médicamentés pour protester. Les employés étaient froids et distants, traitant les internés plus comme des prisonniers que comme des patients. « Tu es nouvelle ici », remarqua une infirmière plus âgée pendant le déjeuner. « C'est la première fois que tu travailles dans une clinique de ce genre ? » « Quel genre ?» demanda Sophie en essayant de paraître innocente. « Celui où on met les gens que les familles veulent cacher », chuchota l'infirmière. « Ne pose pas de questions, ne t'implique pas. Fais juste ton travail et rentre chez toi. » Pendant les premiers jours, Sophie chercha discrètement Camille parmi les patients. La clinique était grande, avec plusieurs ailes, et elle n'avait pas accès à toutes. C'est le 4e jour qu'elle la vit enfin. Une femme aux cheveux gris était assise seule dans le jardin intérieur de la clinique.
regardant dans le vide. Elle était visiblement sous médicaments, mais il y avait quelque chose de familier dans ses yeux marrons. Sophie s'approcha lentement, faisant semblant de vérifier d'autres patients. « Excusez-moi, dit-elle doucement. Comment vous sentez-vous aujourd'hui » La femme la regarda lentement, comme si elle avait du mal à se concentrer. « J'attends quelqu'un, » murmura-t-elle. « Ma fille. Elle a les mêmes yeux que vous. » Le cœur de Sophie s'arrêta presque. C'était Camille. Sa mère était là, juste devant elle, après 20 ans. « Comment s'appelle votre fille » demanda Sophie, luttant pour garder une voix calme. « Chloé » répondit Camille, un faible sourire apparaissant sur son visage. « Elle est encore toute petite, elle n'a que 2 ans, mais elle est très intelligente. » Sophie comprit que Camille croyait être encore en 2006. Les médicaments et l'isolement avaient gravement affecté sa perception de la réalité. « Je suis Sophie », dit-elle en s'accroupissant à côté de la chaise de Camille. « Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Sophie », répéta Camille lentement. « C'est un joli nom, ça ressemble à Chloé. »« Merci », murmura Sophie, les larmes menaçant de couler. « Et vous, quel est votre nom ?»« Camille », répondit-elle. « Mais parfois j'oublie. Il me donne tellement de médicaments qu'il est difficile de se souvenir des choses. »« Pourquoi êtes-vous ici, Camille ?» demanda Sophie doucement. Le visage de Camille se tordit, comme si elle essayait d'accéder à des souvenirs douloureux. « Je ne peux pas parler, » dit-elle en regardant autour d'elle nerveusement. « Ils m'ont dit que si je parle de certaines choses, ma famille va être blessée. »« Quel genre de choses ?» insista Sophie. « À propos de l'homme méchant, » murmura Camille, « le frère de mon mari. Il a fait de mauvaises choses à l'hôpital. J'ai vu des documents, j'avais des preuves. » Elle s'arrêta brusquement en voyant un infirmier s'approcher. « Madame Camille, c'est l'heure des médicaments, » dit l'homme, portant un petit verre de pilule. « Je ne veux plus de médicaments, » protesta faiblement Camille. « Ils me font oublier mon bébé. »« Vous savez que vous devez les prendre, » insista l'infirmier, forçant les pilules dans sa main. « Sinon, vous allez encore être agitée. » Sophie regarda horrifiée, tandis que Camille était obligée d'avaler les médicaments. C'était comme regarder quelqu'un se faire lentement empoisonner. « Qui a autorisé ce traitement ?» demanda-t-elle à l'infirmier, essayant d'utiliser son autorité de nouvel employé. « Docteur François, » répondit-il. « Même schéma depuis des années. Madame Camille est un cas spécial. » Ce soir-là, Sophie appela Julien en pleurs. « Je l'ai trouvé, » dit-elle. « J'ai trouvé ma mère, papa. » Le mot « papa » sortit naturellement, les surprenant tous les deux. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. « Comment va-t-elle » demanda Julien, ému. « Terrible, » admit Sophie. « Ils la maintiennent sous sédatif. Elle pense toujours que j'ai 2 ans. Elle ne se souvient même pas que 20 ans ont passé. »« Il faut la sortir de là immédiatement, » déclara Julien. « Ce n'est pas si simple, » expliqua Sophie. « Elle est officiellement internée. Ce serait un enlèvement si nous la prenions simplement. »« Alors exposons la vérité, » décida Julien. « Avec l'enregistrement de Camille et les preuves que nous avons trouvées, nous pouvons poursuivre Pierre et François. »« Et si cela ne suffit pas ?» demanda Sophie. « Et s'ils réussissent à étouffer l'affaire comme avant ?» C'est alors que Julien eut une idée. « Et si nous faisions avouer Pierre ?» suggéra-t-il. « Si nous arrivons à l'enregistrer en train d'admettre ce qu'il a fait, il ne pourra pas nier. »« Comment allons-nous faire ?» voulut savoir Sophie. « Je vais le confronter, » décida Julien. « Je vais dire que j'ai découvert la vérité sur Camille et voir comment il réagit. »« C'est très dangereux, » protesta Sophie. « S'il se rend compte que vous savez tout, il pourrait aussi vous faire du mal. »« C'est un risque que je dois courir, » déclara Julien. « J'ai déjà passé 20 ans sans ma famille. Je ne passerai pas un jour de plus. » Le lendemain, Julien arriva à l'hôpital avec un petit magnétophone caché dans la poche de sa blouse. Il avait répété ce qu'il allait dire, se préparant à la confrontation qui pourrait enfin réunir sa famille. Pierre était dans son bureau, comme toujours, plongé dans des documents et des calculs. Quand Julien frappa à la porte, il leva les yeux avec irritation. « Que veux-tu, Julien ?» demanda-t-il froidement. « Je suis occupé. »« Nous devons parler, » dit Julien en fermant la porte derrière lui. « De Camille. » L'expression de Pierre changea instantanément. Ses yeux se rétrécirent, et il lâcha le stylo qu'il tenait. « Camille ?» répéta-t-il en feignant la confusion. « Ton ex-femme ? Pourquoi veux-tu parler d'elle maintenant, après toutes ces années ?»« Parce que je sais où elle est, »
déclara Julien en s'asseyant sur la chaise en face du bureau. Et je sais ce que tu lui as fait. Pierre resta silencieux un long moment, étudiant son frère. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il enfin. Clinique du repos éternel, continua Julien, à Chamonix. Elle est là depuis 20 ans, Pierre. 20 ans droguée et enfermée à cause de toi. Le visage de Pierre devint rouge, mais il essaya encore de garder la façade. Tu délires, dit-il. Camille a disparu. Personne ne sait où elle est. Je sais. Julien se pencha en avant. Et je sais pour les médicaments que tu as détournés. Je sais pour les fausses ordonnances. Je sais que Camille a tout découvert et que tu l'as fait taire. Pierre se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Même si c'était vrai, dit-il encore de dos. Qu'est-ce que tu comptes faire? Poursuivre ton propre frère? Si nécessaire, répondit Julien. Pour retrouver ma famille. Pierre se retourna et Julien vit quelque chose de dangereux dans ses yeux. Ta famille? Rit-il amèrement. Tu n'as pas de famille, Julien. Camille m'a choisi. Elle a préféré disparaître plutôt que de rester avec toi. Elle n'a pas choisi, répliqua Julien. Tu l'as forcée, tu l'as fait chanter. Je lui ai prouvé quel genre d'homme tu es vraiment, continua Pierre, perdant patience. Faible, passif. Elle a réalisé qu'elle avait épousé le mauvais frère. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Julien se leva aussi. Tu l'as menacée. Tu as dit que tu ferais du mal à notre fille si elle ne partait pas. Notre fille? Rit Pierre à nouveau. Quelle fille, Julien? Tu ne sais même pas où est Chloé. L'aveu avait commencé. Pierre admettait qu'il savait pour Chloé. Si, je le sais, mentit Julien. Tout comme je sais pour Camille. Impossible. Pierre secoua la tête. Elles sont bien protégées. Chloé ne sait même pas que tu existes. Je la vois presque tous les jours, bluffa Julien. À l'hôpital, elle travaille ici. Le visage de Pierre pâlit. C'est impossible, murmura-t-il. Elle ne savait pas. Elle a tout su, poursuivit Julien. Sur la façon dont tu as séparé notre famille. Sur la façon dont tu as gardé Camille enfermée pour protéger tes combines sales. Pierre retourna à son bureau visiblement secoué. Tu ne comprends pas, dit-il, la voix légèrement tremblante. J'ai fait ça pour protéger notre famille. Si Camille avait parlé, nous aurions tous été détruits. Notre famille a été détruite quand même, répondit Julien. Par toi. J'ai bâti un empire dans cet hôpital, continua Pierre, comme s'il se justifiait. De l'argent qui a profité à nous tous. Camille était trop naïve pour comprendre. De l'argent volé à des personnes malades, le confronta Julien. Des médicaments qui ne sont jamais arrivés à ceux qui en avaient besoin. Certains sacrifices sont nécessaires pour le bien commun, dit Pierre froidement. Et Camille était l'un de ces sacrifices, demanda Julien. Ma fille? Pierre s'assit lourdement dans son fauteuil. Camille devenait dangereuse, admittit-il enfin. Elle avait des preuves, elle voulait aller à la police. J'ai essayé de la convaincre de se taire, mais elle était trop têtue. Alors tu l'as forcée à abandonner notre famille, compléta Julien. Je l'ai sauvée, explosa Pierre. Si elle avait parlé, nous serions tous allés en prison, toi compris comme complice. Je n'ai jamais été complice de rien, protesta Julien. Tu signais les demandes que je préparais, sourit Pierre avec malice. Ta signature figure sur des dizaines de documents compromettants. Camille le savait. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. Julien réalisa qu'il avait été utilisé par son propre frère, transformé en complice involontaire. C'est pour ça qu'elle ne m'a rien dit, murmura-t-il. Elle pensait que j'étais impliqué. Exactement, confirma Pierre. C'est pour ça qu'il a été si facile de la convaincre de disparaître. Elle croyait te protéger aussi. Mais pourquoi la garder enfermée? Demanda Julien. Pourquoi ne pas la laisser partir vraiment? Parce qu'elle en savait trop, expliqua Pierre. Et parce qu'il fallait garantir que Chloé grandisse loin de toi, une sécurité supplémentaire. Tu as détruit 3 vies pour protéger tes crimes, accusa Julien. J'ai bâti un héritage, répliqua Pierre. Cet hôpital prospère grâce à ce que j'ai fait. Des centaines d'emplois existent grâce à mes sacrifices. Sacrifices? Julien se leva, indigné. Tu appelles ça un sacrifice de détruire une famille? J'appelle ça du pragmatisme, répondit Pierre froidement. Une qualité que tu n'as jamais eue. La conversation fut interrompue lorsque la porte du bureau s'ouvrit. Sophie entra, ayant entendu des voix élevées à travers le mur. « Pardon, »
dit-elle, faisant semblant de ne reconnaître aucun des deux hommes. Quelqu'un a appelé la sécurité? Pierre la regarda, et Julien vit le moment exact où son frère reconnut la fille qu'il avait aidé à cacher pendant 20 ans. « Toi, » murmura Pierre, se levant lentement. « Tu es Chloé. » Sophie feignit la confusion. « Désolé, monsieur, mais mon nom est Sophie. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » « Non, je ne me trompe pas. » Pierre s'approcha d'elle, étudiant son visage. « Tu as les yeux de ta mère. » La même expression têtue. C'est alors que Sophie abandonna la comédie. « Oui, » dit-elle, le menton levé. « Je suis Chloé, ou Sophie, comme je préfère qu'on m'appelle, et je suis venue chercher ma mère. » Pierre regarda alternativement elle et Julien, réalisant enfin qu'il avait été découvert. « Vous deux » commença-t-il, mais il ne parvint pas à terminer sa phrase. « Nous savons tout », confirma Julien, « à propos des médicaments, du chantage, de l'endroit où tu retiens Camille prisonnière, et nous avons des preuves, » ajouta Sophie en sortant l'enregistreur de sa poche, « y compris une confession très intéressante que nous venons d'enregistrer. » Pierre regarda le petit appareil avec horreur. « Vous ne pouvez pas, » murmura-t-il. « Cela va détruire tout ce que j'ai construit. »« Comme tu as détruit notre famille, » répliqua Sophie. « J'avais des raisons, » tenta de se défendre Pierre à nouveau. « Vous ne comprenez pas la pression que je subissais. Les dettes de l'hôpital, les difficultés financières. Rien ne justifie ce que tu as fait, » déclara Julien. « Surtout pas garder Camille enfermée pendant 20 ans. » Pierre se rassit, paraissant soudain plus vieux et fatigué. « Que voulez-vous » demanda-t-il enfin. « Nous voulons Camille de retour, » répondit Sophie immédiatement. « Nous voulons qu'elle soit transférée dans un vrai hôpital, où elle pourra recevoir des soins appropriés. Et nous voulons que tu confesses publiquement ce que tu as fait, » ajouta Julien. « Pas seulement à nous, mais aux autorités. »« En échange de quoi ?» demanda Pierre. « En échange de ne pas rendre cet enregistrement public tout de suite, » expliqua Sophie. « Tu as une semaine pour faire ce qu'il faut. » Pierre les regarda en silence pendant plusieurs minutes. Quand il parla enfin, sa voix était vaincue. « Camille, elle n'est pas en forme, » admit-il. 20 ans de médicaments forcés l'ont gravement affectée. Elle pourrait ne jamais se remettre complètement. « C'est notre problème, » dit Julien fermement. « Notre famille, notre responsabilité. »« Et si elle n'arrive pas à s'adapter à une vie normale ?» demanda Pierre. « Si elle est trop traumatisée ? Alors nous prendrons soin d'elle avec amour et patience, » répondit Sophie. « Quelque chose qu'elle n'a jamais eu depuis 20 ans. » Pierre acquiesça lentement, semblant accepter sa défaite. « Je vais organiser son transfert, » dit-il, « mais j'ai besoin de quelques jours pour tout préparer. Je ne peux pas simplement l'enlever de là sans les documents appropriés. »« 3 jours, » négocia Julien, « pas plus. Et surtout, ne prévenez pas François ni personne d'autre impliqué, » ajouta Sophie. « Si Camille disparaît ou est transférée ailleurs, cet enregistrement va directement à la presse. » Pierre accepta à contre-cœur et le père et la fille quittèrent le bureau avec le sentiment d'être enfin proches de réunir leur famille. Pendant les 3 jours suivants, Sophie continua de travailler à la clinique, surveillant Camille et veillant à ce que rien ne change dans sa routine. Elle passa des heures à parler avec sa mère, essayant d'établir une connexion sans révéler sa véritable identité. « Tu me rappelles quelqu'un » dit Camille lors d'une de ces conversations. « Je n'arrive pas à me souvenir qui, mais il y a quelque chose de familier chez toi. Peut-être sommes-nous des âmes sœurs, » suggéra Sophie doucement. « Parfois, on rencontre des personnes qui semblent familières, même lorsqu'on les voit pour la première fois. » Camille sourit, l'un des rares sourires sincères que Sophie avait vus sur ses lèvres. « Tu es très douce, » dit-elle. « Ma fille, si elle était là, je crois qu'elle serait comme toi. »« Parle-moi de ta fille, » demanda Sophie, voulant entendre le point de vue de sa mère. « Chloé, » murmura Camille, les yeux remplis de larmes. Elle était si petite, mais elle montrait déjà tant de personnalité. Je lui chantais une chanson chaque soir avant de dormir. « Quelle chanson chantais-tu » demanda Sophie. Camille commença à fredonner une mélodie douce, une berceuse qui fit battre le cœur de Sophie plus vite. C'était la même chanson que Madame Claire lui chantait quand elle était enfant, disant qu'elle l'avait apprise de sa mère biologique. À ce moment-là, Sophie sut avec une certitude absolue que Camille la reconnaîtrait quand elle serait guérie. L'amour d'une mère persistait, même après des décennies de séparation forcée.
Le 3e jour, comme promis, Pierre arriva à la clinique avec les documents de transfert. Camille serait emmenée dans un hôpital à Lyon, où Julien pourrait superviser personnellement son traitement. Elle va être confuse au début, avertit le docteur François, qui apparut enfin pour superviser le transfert. Les changements brusques peuvent être traumatisants pour des patients de longue durée. Nous prendrons soin d'elle, assura Julien, observant tandis que Camille était préparée pour le voyage. Quand vint le moment de partir, Camille regarda autour de la clinique avec un mélange de peur et d'espoir. « Où vais-je » demanda-t-elle, tenant la main de Sophie. « À la maison » répondit Sophie, luttant pour ne pas pleurer. « Tu rentres à la maison, maman. » Camille la regarda avec confusion, mais ne lâcha pas sa main pendant tout le voyage de retour vers Lyon. Le processus de rétablissement de Camille fut lent et douloureux. Réduire progressivement ses médicaments ramena des souvenirs traumatisants, mais aussi des moments de lucidité où elle reconnaissait Julien et se souvenait de fragments de sa vie passée. « Où est Chloé ?» fut l'une des premières questions cohérentes qu'elle posa une semaine après le transfert. « Elle est là », répondit Julien doucement, prenant la main de Sophie. « Elle a grandi, Camille. Notre petite Chloé est devenue une jeune femme incroyable. » Camille regarda Sophie avec des yeux qui commençaient à se focaliser, la voyant réellement pour la première fois depuis des décennies. « Mon bébé », murmura-t-elle, tendant une main tremblante pour toucher le visage de sa fille. « Ma Chloé a grandi. Maintenant, je suis Sophie, dit-elle doucement, mais je reste ta fille. » Les retrouvailles entre la mère et la fille furent à la fois émouvantes et dévastatrices. Camille pleura pendant des heures, demandant pardon de l'avoir abandonnée, tandis que Sophie la rassurait en lui disant qu'elle avait fait le bon choix pour les protéger. « J'ai essayé de revenir », avoua Camille lors d'une de ses séances de thérapie avec Julien présent. « Les premières années, je tentais de m'enfuir constamment, mais ils me retrouvaient toujours et augmentèrent les médicaments. Tu n'as pas besoin d'y penser maintenant, » la consola Julien. « L'important, c'est que nous soyons de nouveau ensemble. »« Pierre ?» demanda Camille hésitante. « Qu'est-il arrivé à lui ?»« Il a tout avoué, » l'informa Sophie. « Il fait face aux conséquences de ses actes. En réalité, Pierre avait tenu sa part du marché. Il avait confessé publiquement ses crimes, ce qui avait déclenché des enquêtes révélant des décennies de corruption à l'hôpital. Plusieurs autres employés furent impliqués et des réformes significatives furent mises en place. Le scandale ébranla la communauté médicale locale, mais apporta aussi la justice aux familles qui avaient été lésées par les machinations de Pierre. « Il a détruit tant de vies, » observa Camille, lorsqu'elle apprit toute l'ampleur des crimes de son beau-frère. « Pas seulement la nôtre. Mais c'est fini maintenant, » assura Julien, « et nous sommes de nouveau ensemble. » Le rétablissement de Camille fut remarquable. Avec des soins appropriés et l'amour de sa famille, elle retrouva progressivement la plupart de ses capacités cognitives. Il y avait des lacunes dans sa mémoire, surtout des années passées à la clinique, mais sa personnalité essentielle restait intacte. « 20 ans, » dit-elle un jour, regardant par la fenêtre de l'hôpital. « J'ai perdu 20 ans de la vie de Chloé. » « Mais il nous reste toute une vie devant nous, » répondit Sophie, s'asseyant à côté d'elle. « Et j'ai tant de choses à te raconter sur celle que je suis devenue. » Madame Claire lui rendait régulièrement visite, et Camille exprima une profonde gratitude envers la femme qui avait élevé sa fille avec tant d'amour. « Tu lui as donné tout ce que je ne pouvais pas lui donner, » dit Camille en serrant la vieille dame dans ses bras. « Je n'ai pas de mots pour te remercier. »« Elle a été une bénédiction dans ma vie, » répondit Madame Claire. « Mais j'ai toujours su que ce jour viendrait. » 3 mois après les retrouvailles familiales, Camille reçut son autorisation de sortie. Elle alla vivre avec Julien et Sophie dans une maison qu'ils achetèrent ensemble, symbole de leur nouveau départ en tant que famille. « C'est étrange, » admit Camille un soir tandis qu'ils dînaient tous les 3. « 20 ans ont passé, mais parfois j'ai l'impression que tout s'est passé hier. »« L'important, c'est le présent, » dit Sophie en prenant la main de sa mère, « et l'avenir que nous pouvons construire ensemble. » Julien observa sa femme et sa fille, enfin réunies, et ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis 2 décennies. Sa famille avait été brisée par la cupidité et les mensonges, mais s'était reconstruite grâce à l'amour et à la détermination. « Il y a une chose que je dois faire, » annonça Camille quelques semaines plus tard. « Je dois aller sur la tombe de mes parents. Je veux leur dire que j'ai retrouvé ma famille. » Au cimetière,
Camille s'agenouilla devant les pierres tombales de ses parents, Julien et Sophie à ses côtés. « Maman, papa, murmura-t-elle, je n'ai pas réussi à protéger Chloé comme vous me l'aviez appris. Mais elle a grandi forte et courageuse malgré tout. Et maintenant, nous sommes de nouveau ensemble. » Sophie s'agenouilla à côté de sa mère, déposant des fleurs sur les tombes des grands-parents qu'elle n'avait jamais connus. « Merci d'avoir élevé une mère si courageuse, » dit-elle à voix basse. « Même quand elle ne pouvait pas être avec moi, elle m'a protégée par ses choix. » Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent devant l'ancienne maison où Julien et Camille avaient vécu jeunes mariés. La nouvelle famille, qui y habitait, leur permit de visiter le jardin où Sophie avait fait ses premiers pas. « Tu avais l'habitude de jouer sous cet arbre, » raconta Camille, en montrant un jasmin qui avait beaucoup poussé ces 20 dernières années. « Tu essayais toujours d'attraper les fleurs. » Sophie s'approcha de l'arbre, touchant son écorce rugueuse. C'était comme renouer avec l'enfant qu'elle avait été avant que sa vie ne soit interrompue par la cupidité de Pierre. « Je veux avoir des enfants un jour, » dit-elle soudainement, « et je veux que vous soyez les grands-parents que je n'ai jamais eus. » Camille et Julien échangèrent des regards émus. L'idée de petits-enfants, d'une continuation de leur lignée familiale, apportait de l'espoir pour l'avenir. « Nous serons les meilleurs grands-parents du monde, » promit Camille en serrant sa fille dans ses bras. 6 mois après les retrouvailles, Sophie obtint son diplôme d'infirmière, une carrière inspirée par son expérience à prendre soin de sa mère et à observer le dévouement de son père en tant que médecin. « Je veux aider d'autres familles, » expliqua-t-elle, lors de la cérémonie de remise des diplômes, où Camille et Julien étaient assis au premier rang. « Je veux m'assurer que personne d'autre ne traverse ce que nous avons traversé. » Camille avait commencé à travailler comme bénévole dans un centre de soutien aux familles séparées, utilisant son expérience pour aider d'autres personnes ayant perdu des êtres chers. « Chaque famille réunie est une victoire contre ceux qui essaient de nous diviser, » disait-elle souvent. Julien continua à travailler comme médecin, mais désormais avec un objectif renouvelé. Il mit en place de nouveaux protocoles de transparence à l'hôpital, garantissant que les crimes de Pierre ne puissent jamais se reproduire. Le premier Noël de la famille réunie fut une célébration émouvante. Ils décorèrent un sapin ensemble, Camille enseignant à Sophie des traditions familiales qu'elle avait presque oubliées. « C'est le cadeau que je voulais le plus, » dit Camille le matin de Noël, en regardant Julien et Sophie échanger des présents. « Ma famille de retour. » Sophie offrit à sa mère un cadeau spécial, un album photo avec toutes les étapes de sa vie que Camille avait manquées. Baccalauréat, anniversaire, réussites académiques. « Madame Claire a tout conservé, » expliqua Sophie. « Elle a dit que vous aimeriez le voir à votre retour. » Camille feuilleta les pages, les larmes aux yeux, voyant sa fille grandir à travers les photos. « Elle est devenue une belle femme, » murmura-t-elle. « Exactement comme je l'avais rêvé. » Ce soir-là, Camille retrouva une tradition interrompue depuis 20 ans. Elle chanta une berceuse pour Sophie, qui était désormais adulte, mais restait sa petite fille. « Maintenant, je me souviens parfaitement, » dit Sophie après la chanson. « Tu me la chantais toujours, et je la chanterai toujours, » promit Camille, « même si tu as tes propres enfants un jour. » Le premier anniversaire de Sophie fêté avec ses parents fut particulièrement significatif. 24 ans, mais c'était la première fois qu'elle soufflait des bougies avec sa famille biologique présente. « Fais un vœu, » l'encouragea Julien. « Il est déjà exaucé, » répondit Sophie en regardant ses parents. « Mon plus grand souhait était d'avoir ma famille de retour. » Quelques mois plus tard, Sophie rencontra Marc, un jeune médecin qui travaillait dans le même hôpital que son père. La relation se développa naturellement, et Camille et Julien l'approuvèrent immédiatement. « Il te rappelle quand nous étions jeunes ?» commenta Camille à Julien, la même bonté dans les yeux. Quand Marc demanda Sophie en mariage, il demanda formellement la permission à ses parents, une tradition qui toucha profondément Camille. « Prends bien soin de mon trésor, » dit-elle à Marc. « Elle a déjà assez souffert dans la vie. »« Je promets de toujours la protéger, » jura Marc, « et d'honorer la famille qu'elle aime tant. » Le mariage de Sophie eut lieu 2 ans après les retrouvailles familiales. Camille, enfin stable et heureuse, aida à choisir la robe de sa fille. « Tu es rayonnante, » dit-elle le jour du mariage, en ajustant le voile de Sophie. « Ta beauté vient de la joie que tu ressens. » Julien conduisit Sophie à l'hôtel, un moment dont il avait rêvé pendant 20 ans de séparation.
Je suis fier de toi, murmura-t-il en marchant. Et ta mère aussi. À la fête, Camille dansa avec Julien pour la première fois. En plus de 2 décennies, ils se déplacèrent lentement, se rappelant l'amour qui avait survécu à des années de séparation et de souffrance. « Cela valait la peine d'attendre », dit Camille tandis qu'ils dansaient. « Notre famille est à nouveau complète. » 1 an après le mariage, Sophie annonça qu'elle était enceinte. Camille et Julien furent ravis à l'idée de devenir grands-parents. « Ce bébé ne saura jamais ce que c'est que de vivre sans sa famille près de lui », déclara Camille. « Nous allons veiller à cela. » Pendant la grossesse, Camille fut présente à chaque consultation médicale, compensant tout le temps perdu à s'occuper de sa fille. « Je veux que mon petit-fils ou ma petite-fille connaissent toutes les traditions de notre famille, » dit-elle, se mettant à préparer des recettes anciennes et des histoires familiales. Quand le bébé naquit, une fille que Sophie et Marc appelèrent Chloé Camille, en hommage aux 2 femmes les plus importantes de leur vie, 3 générations de la famille, se réunirent à l'hôpital. « Elle a tes yeux », observa Julien regardant sa petite fille dans les bras de Sophie. « Et le sourire de Camille », ajouta Marc. Camille tint sa petite fille pour la première fois, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Bienvenue dans la famille, petite Chloé », murmura-t-elle. « Tu as une histoire incroyable à découvrir quand tu grandiras. » Dans les mois qui suivirent, Camille se consacra à être la grand-mère qu'elle-même avait perdue trop tôt. Elle chantait à Chloé les mêmes berceuses qu'elle avait chantées à Sophie, créant un pont entre les générations. « Elle reconnaît ta voix », observa Sophie, voyant comment le bébé se calmait quand Camille chantait. « L'amour se transmet de génération en génération », expliqua Camille, « même quand il y a des interruptions en chemin. » Julien devint le grand-père le plus dévoué, emmenant Chloé se promener dans l'hôpital et lui montrant où travaillait son grand-père. « Un jour, elle pourrait être médecin, elle aussi, » plaisantait-il, « ou tout ce qu'elle voudra être. » Madame Claire, maintenant âgée de plus de 70 ans, devint aussi une grand-mère honoraire pour Chloé. L'enfant grandit entouré de beaucoup d'amour, une famille élargie qui incluait tous ceux qui avaient aidé à la garder en sécurité au fil des ans. « 3 grand-mères », commenta Camille un jour, observant Madame Claire jouer avec Chloé. « C'est une petite chanceuse. » Pour le 2e anniversaire de Chloé, la famille organisa une fête dans le jardin de la maison. 3 générations se réunirent pour célébrer non seulement l'anniversaire de l'enfant, mais aussi la continuité d'une famille qui avait survécu à 2 décennies de séparation. « À notre famille », porta un toast Julien, « qui a été brisée mais jamais détruite et qui est aujourd'hui plus forte que jamais. »« À l'amour qui résiste au temps et à la distance », ajouta Camille, « et aux générations futures qui grandiront en sachant qu'elles sont aimées inconditionnellement », compléta Sophie. Tandis que Chloé jouait dans le jardin, entourée de ses parents, grands-parents et arrière-grand-mère Claire, Camille réfléchit au chemin qui les avait menés jusque-là. 20 ans de séparation forcée, de médicaments et d'isolement avaient été effacés par la réunion de sa famille. L'amour avait triomphé de la cupidité, la vérité avait dépassé les mensonges, et la famille avait prouvé qu'elle était plus forte que toute force, ayant tenté de la diviser. « Tu as sauvé notre famille », dit Julien à Sophie ce soir-là, après le départ de tous les invités. « Nous nous sommes sauvés mutuellement », corrigea-t-elle, « comme les vraies familles le font toujours. » Camille, enfin en paix, observa sa fille et sa petite-fille dormant ensemble sur le canapé et sut que tous les sacrifices qu'elle avait faits en valèrent la peine. Sa famille était réunie, en sécurité et entourée d'amour. Le pendentif en saphir bleu qui avait déclenché toute la découverte passait maintenant à une nouvelle génération. Sophie le mit autour du cou de Chloé, assurant que l'histoire de résistance et d'amour de leur famille continuerait d'être racontée. « Ce pendentif porte notre histoire », expliqua-t-elle à sa fille, tout en sachant que Chloé était encore trop jeune pour comprendre. « Un jour tu comprendras ce qu'il représente. La famille Moreau avait survécu au pire que la vie avait offert et était ressortie encore plus unie. Ils avaient prouvé que l'amour véritable ne peut être détruit par le temps, la distance ou la cruauté, et qu'une famille déterminée peut surmonter n'importe quel obstacle. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire émouvante sur une famille qui a trouvé la force de se réunir après 20 ans de séparation. Croyez-vous que l'amour familial peut vraiment surmonter tous les obstacles?
laissez votre commentaire en partageant votre sincère opinion sur ce parcours de douleur, d'espoir et de retrouvailles. N'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes comme celle-ci.